up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, un jour, on reçoit un mail de Comet Film qui nous annonce une projection d'un film, donc tout est logique en l'occurrence, le 25 juin au Saint-André-des-Arts, à partir de 20h. Le film, il y aura deux films, mais le premier en tout cas s'appelle Madame Rodin ou L'âge mûr, réalisé par Lana Cherami. Je ne sais même pas de quoi parle le film, je ne connais pas l'autrice et je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de voir le film. Et bon, et donc Comet Film m'envoie le lien de visionnage, donc je leur remercie pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et ma foi, je suis assez content d'avoir demandé le lien parce que le film est étonnant et vraiment très très intéressant. Et Lana est là pour nous en parler un petit peu et je suis très content de sa disponibilité. Comment on se tutoie parce que le film nous tutoie. Voilà, c'est une phrase très journalistique et très basique, mais c'est pas grave. Et donc, je suis très content que tu sois là. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci Samir. Je suis très contente d'être là pour pouvoir parler du film, parce que comme je te le disais un peu par mail, il y a des occasions de parler des films courts, parce que c'est un film court qui fait 40 minutes, ne court pas les rues, donc c'est très important pour moi de pouvoir parler un peu du film en dehors des festivals et des projections, justement. Alors, je rappelle trois choses. Enfin, il y a 4 choses. Donc, je rappelle 3 choses et puis il y a une précision après. Donc, je rappelle, le 25 juin, au Saint-André-des-Arts, à 20h, projection du film. Il y a d'autres projections à venir à Nantes, le 29 juin, à 11h, c'est la salle, c'est le cinéma, le Cinématographe. Et puis, beaucoup plus tard, à la fin de l'année, le 7 décembre, à Marseille, le cinéma Miroir, le Miroir, et il y a une projection de court-métrage dans l'après-midi, mais je pense qu'il y aura très vite, on aura la précision de l'horaire. Mais enfin, voilà, le film peut être vu à Paris, à Nantes ou à Marseille. Et quatrièmement, dans cette chaîne Microciné, il m'est arrivé de rencontrer des auteurs et autrices de courts-métrages. Je trouve que pour moi, c'est très important. Donc, je suis assez content. Et je rappelle que ce film a reçu, très important, le prix du jury au Festival de Brive en 2024. Et quand on connaît le Festival de Brive, eh ben ça ne fait que nous stimuler à aller voir ce film. Première question, extrêmement simple. Enfin, simple, je ne sais pas. Mais quand j'ai vu le film, je me suis posé la question, c'est un peu extra-cinématographique et en même temps, peut-être pas. Comment on s'en sort ? Comment on est après avoir tourné le film ? Pas après l'avoir monté, après l'avoir tourné. Alors, c'est un film qui a été tourné en 1 semaine, avec, il faut bien le dire quand même, un peu plus d'1 semaine, j'exagère, 8 jours en tout cas. Avec, il faut le dire, un budget de court-métrage, pour un court-métrage, assez confortable. Parce que la plupart des courts-métrages, je le sais d'expérience, ne se tournent pas avec un budget aussi conséquent. Nous, on a été soutenus financièrement par le CNC et la région Pays de la Loire, ce qui nous a permis de pouvoir tourner le film sur 8 jours. Et en fait, le budget, malgré le fait qu'il était conséquent, était juste suffisant pour pouvoir faire le film. Donc ça, c'est déjà une chose importante à dire. Et puis après 8 jours de tournage, oui, c'est pareil, c'était juste suffisant, mais on aurait peut-être été plus confortable avec 10, 12 jours. Mais en tout cas, en sortant du tournage, moi, évidemment, on est épuisé, ça c'est sûr. C'est un film avec beaucoup de décors, beaucoup de personnages, voilà, on voyage un peu, en tout cas quand on fait partie de l'équipe technique. Et moi, j'ai eu le sentiment on est un peu bouleversé parce qu'on ne sait pas vraiment si on a respecté un petit peu le contrat. Il y a certaines choses qui ont sauté, évidemment, mais ça, c'est pareil pour tout le monde. On a le sentiment quand même qu'on va devoir recomposer un film peut-être un peu différent de ce qu'on avait prévu au départ. Mais moi, j'étais assez confiante quand même. Je sentais qu'on avait la matière qu'il fallait pour faire ce film, en tout cas. Quand on lit le synopsis de ton film, il est écrit que ça se passe donc à l'aube de la Commune, donc c'est la fin du 19e siècle, et qu'il y a un personnage qui s'appelle Rose Beuret, qui est la compagne d'Auguste Rodin. Il y a une espèce de sculpture qui est inachevée, elle l'entretient.
Et tu dis même la terre doit être maintenue humide chaque jour, c'est très important, on va en parler après. Et plus loin, le synopsis dit, pour oublier sa solitude, Rose se réfugie dans les soins quotidiens qu'elle prodigue à l'œuvre et son dévouement à la statue devient total. Quand le film s'ouvre, il n'y a pas de belles images, j'ai l'impression, dans ce film. Comme on dit, il y a de très beaux plans parce qu'il y a une conscience assez forte. Et quand le film s'ouvre, on est tout de suite happé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emblée une espèce de progression. On est happé. On ne peut que... Enfin, on a du mal comment dire, à avoir des moments de respiration. On est happé. Et j'ai trouvé ça passionnant, ça aussi. Et il y a une profonde interactivité avec celui ou celle qui voit le film. Et est-ce que ça a été... Alors, moi, j'ai eu cette sensation-là. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais quand tu écris, est-ce que parfois, il y a dans tes plans l'envie très forte d'aller directement à l'essentiel? Donc, en même temps, nous aussi, en tant que spectateurs, nous sommes dans l'idée d'aller à l'essentiel avec toi. Alors oui, c'est lié déjà à des conditions de travail, hein. Quand on tourne dans des économies restreintes comme celle-ci, on est obligé quelque part d'aller à l'essentiel. Mais après, c'est vrai qu'au montage, on a aussi fait le choix de composer un film fait de plans longs, plutôt fixes, qui laisse le temps aussi au spectateur de comprendre ce qu'il est en train de regarder et de se raconter lui-même voilà, son histoire, quoi. Parce qu'il faut savoir que le personnage principal, donc, qui est Rose Beuret, est un personnage assez mutique, qui parle très peu dans le film. Donc tout ce qu'il a travaille ne nous est donné à vivre que par voilà, ce qu'elle fait, les émotions qu'il la traverse. Et du coup, voilà, il y avait cette recherche comment dire, oui, voilà, tout le film se repose en fait sur son intériorité de Rose, qui nous est donnée à voir par ses actions, par ses sentiments, et voilà. Bon, je me perds un peu dans ce que je voulais dire, mais non, c'est très clair, très clair. Mais oui, on a fait ce choix en tout cas d'aller vers un film avec fait de plans longs et presque dans le temps direct de l'action, quoi. Voilà, il n'y a pas de musique, par exemple. Bon, c'est un détail pour certains, mais pour moi, c'était très important qu'on fasse en sorte d'être le plus possible avec elle dans son monde, quoi. Mais est-ce que ça a été facile pour toi de rentrer dans son monde et d'écrire quelque chose autour de ce personnage qu'on ne connaît pas forcément, on ne connaît pas grand-chose? Et même le cinéma a été un petit peu avare, parce que quand on parle de Rodin, le cinéma, on pense tout de suite, d'ailleurs il y a une séquence extraordinaire vers la fin, on pense tout de suite à Camille Claudel, et c'est pas grave non plus, c'est normal, c'est aussi l'histoire du cinéma, mais comment tu l'as fait comment tu as fait pour approcher ce personnage? Alors c'est marrant parce que justement, moi j'ai découvert l'existence de Rose dans une biographie consacrée à Camille Claudel. D'accord. Je connaissais un peu l'histoire de Rodin, mais pas vraiment dans le détail. Mais en tout cas, j'ignorais complètement l'existence de Rose, que j'ai découverte donc à cette occasion. Et c'est ça, moi, qui m'a le plus interpellée. C'est le fait que cette femme, en fait, qui a été très importante pour lui, et pourtant très peu racontée, y compris dans les biographies qui sont consacrées à l'artiste. Donc, cette absence-là m'a interpellée. Et du coup, comme c'est un personnage qui est très peu raconté, ça laisse beaucoup de place à l'imaginaire. Et le scénario, en fait, il a été assez facile à écrire parce que j'avais que quelques éléments comme ça, biographiques, sur lesquels je me suis reposée. Mais ça... Et puis, alors, il y a aussi le fait quand même que c'était une femme du quotidien qui n'était pas du tout artiste et qui avait un rôle purement pratique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle était là pour faire l'intendance, pour entretenir les sculptures en l'absence de Rodin, pour faire vivre le foyer. Mais elle n'était pas engagée artistiquement à ses côtés. Et c'est un peu ce qui m'a attirée aussi dans cette histoire. Comment raconter, comment fabriquer une histoire, faire un film de fiction à partir d'un personnage qui, a priori, n'est pas très fiction. Enfin, c'est quelqu'un qui fait pas grand-chose, quoi. Elle fait le ménage, elle va chercher des petits moyens de subsistance à droite à gauche, elle s'occupe de son enfant, mais voilà, sa vie n'est pas, a priori, pas très romanesque, quoi.
Et ça, cette petite contradiction-là, moi, ça m'a tout de suite attirée. Et donc, bah, ça laissait beaucoup de place. Voilà. Il y avait beaucoup de champs libres, en fait. Mais cette absence de romanesque finit par être là, en fait, parce qu'elle-même, elle adopte des gestes premiers. Et ne serait-ce que pratiquement vers le milieu du film, où elle commence, de par ses gestes, comment dire, à écrier, elle crie de par le prisme de ses gestes toutes les répercussions de la société, de tous les personnages qu'elle rencontre plus ou moins sont déjà comment dire, sont voués à la mort, en fait. Et j'ai trouvé ça, pardon du mot, c'est très paradoxal, mais passionnant, parce que le romanesque, on est en plein dedans finalement. Oui, c'est vrai. Alors il y avait cette volonté, oui, aussi. À part l'enfant, bien évidemment. À part l'enfant. Ouais. Il y avait cette volonté. Ben, en fait, pour moi, c'est pas tellement la mort qui les relie tous, c'est l'oubli. C'est le fait que c'est tous des personnages dont on n'a pas retenu, à part Camille Claudel, qui elle a été retenue, mais il faut quand même un petit point sur Camille Claudel. Elle a quand même passé les 3/4 de sa vie internée et elle a commencé à être reconnue qu'après sa mort, en fait. Hein. Comme beaucoup d'artistes. Donc, elle a quand même vécu une vie d'oubli, elle aussi. Aujourd'hui, on sait qui c'est. Mais à son époque, à l'époque où elle était vivante, je ne suis pas sûre que c'était aussi flagrant. En tout cas, voilà, il y a un point commun entre tous ces personnages, c'est qu'ils sont voués à l'oubli, que ce soit Rose ou les communards. Même ce petit garçon, finalement, parce que c'est le fils de Rodin, certes, mais il n'a pas été reconnu par son père, donc il s'appelle Eugène Beuret. Auguste Eugène Beuret, comme sa mère, quoi. Donc lui aussi, en fait, hein, il n'a pas été retenu par les livres d'histoire. Donc le point commun entre tous ces personnages-là, c'est ça, c'est le fait qu'ils vont tous être oubliés et quelque part ils luttent aussi contre ça, parce que Rose, bon, malgré sa résignation, il y a un moment dans le film, tant pis, on va spoiler, où elle s'agrippe à la sculpture en cours de fabrication qu'elle est censée entretenir, jusqu'à ce que son visage, en fait, s'imprime en creux dans le dos de la sculpture. Mmh. Et c'est presque le seul acte de rébellion qui va être le sien pendant le film, mais en tout cas, il y avait l'idée que, voilà, on voulait qu'elle laisse sa trace, qu'elle ait envie de laisser sa trace, et c'est par ce geste-là qu'elle le dit. Et puis il y a ces communards aussi, oui, qui habitent le hors-champ. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai eu envie de proposer assez vite. On est très souvent avec Rose à l'intérieur de l'atelier, on est vraiment très peu à l'extérieur. Il y a quelques plans sur l'extérieur, mais il doit y en avoir 3 ou 4, enfin, c'est assez succinct. Une séquence, en tout cas, qui se passe à l'extérieur, puis tout le reste du film est à l'intérieur de l'atelier. Donc j'avais envie qu'il y ait une vraie différence entre l'intérieur et l'extérieur, mais que l'extérieur soit présent par le hors-champ, et notamment par le hors-champ sonore. Donc en fait, c'est tous ces personnages qui habitent la cour, la ville, tous ces communards, ils sont présents sonorement, ils occupent beaucoup l'espace sonore. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais... Non, mais ce hors-champ, en fait, Rose, tu as été la récupérée d'un hors-champ aussi, Rose. Oui. Le film parle de ça aussi. Oui, complètement, ouais. Oui, parce que donc ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'elle n'était pas artiste, mais en fait, elle a été extrêmement importante pour Rodin. C'est-à-dire que si elle n'avait pas été là, je pense qu'il n'y aurait pas eu de Rodin. Parce que, voilà, moi, il y a un truc qui me passionne quand même dans l'histoire de l'art et même dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à croire que l'art est magique et que les artistes ne subsistent presque que par leur talent, alors que derrière, en fait, il y a souvent des hommes et des femmes qui sont là pour les entretenir. Enfin, je pense à Van Gogh, par exemple, qui a été entretenu toute sa vie par son frère, mais c'est pas le seul, en fait. Voilà, même Rodin, finalement, s'il n'y avait pas eu cette femme pour subvenir aux besoins du foyer, pour entretenir ses sculptures en son absence, ça aurait été certainement encore plus difficile pour lui, quoi. Et voilà, et Rose, c'est pas le seul exemple. Il y en a plein des femmes et des hommes comme ça qui ont travaillé dans l'ombre à ce que des grands artistes puissent voir le jour.
Et c'est en ça voilà, que c'est ce que j'avais envie de raconter aussi, quoi. Il n'y a pas d'art magique, il n'y a pas d'artiste surgi de nulle part. L'art n'est pas, comment dire, ne peut pas être déconnecté de la société dans laquelle il évolue. C'est-à-dire qu'il est complètement soumis, en fait, au système dans lequel il est, enfin, à l'époque dans lequel il arrive, quoi. Et encore aujourd'hui, c'est pareil. Enfin, on est tous soumis c'est ce que j'allais te dire, et encore aujourd'hui. Il y a quelque chose de très organique aussi, hein, dans ton film, c'est-à-dire que, comme tu l'as très bien dit au début, et comme on le lit dans le synopsis, mais Rose, on la voit travailler, on la voit entretenir sa maison, on la voit réchauffer sa maison, on la voit s'occuper de son fils, essayer de recevoir le facteur entre parenthèses qui lui lit une lettre de Rodin. Donc, on la voit dans son travail, on la voit dans son quotidien. C'est que ce sont des gestes du quotidien, mais ils sont bel et bien là. Et là où je trouve qu'il y a quelque chose d'organique, en fait, c'est que tous ces gestes-là, quand on les associe, ça donne un film extrêmement habité, avec bien évidemment cette actrice qui est l'actrice de la première partie, parce qu'après Oui. Enfin, si je peux me permettre de Bien sûr. segmenter ton film, mais en tout cas il y a une deuxième partie où l'actrice prend de l'âge, donc c'est une autre actrice, et c'est un moment impressionnant aussi. Donc il y a de cela, de cette espèce d'habiter un plan, et en fait tout ça c'est qu'une histoire selon moi, une question de durée. C'est pas de temps, c'est de durée. Et je trouve que le film, en l'occurrence, a une durée qui permet tout cela. Même si ça ne fait que 40 minutes, mais ça permet tout cela. Oui, alors dès le départ, il a été pensé en 3 chapitres, le film. C'est-à-dire que cette espèce d'épilogue où effectivement on retrouve Rose des décennies plus tard, tout a changé pour elle. Tout d'un coup, elle vit plus du tout dans un atelier au fond d'une cour humide, mais dans un immense manoir, donc, qui est le manoir de Meudon, où Rodin a vécu à la fin de sa vie avec sa femme et tout un tas de personnes. On a vraiment tourné... en fait, c'est le musée Rodin à Meudon, hein, voilà, s'il y a des auditeurs que ça intéresse, je vous conseille d'aller jeter un œil. Donc voilà, tout a changé pour elle. Elle est devenue... son homme est devenu un artiste célèbre, à succès, etc. Et finalement, voilà, toutes les conditions matérielles ont changé, mais sa condition à elle est la même, en fait. Elle est toujours aussi seule et aussi délaissée quelque part. Je me perds un peu dans ce que je voulais dire, mais oui, donc dès le départ, il y avait cette volonté d'écrire le film en 3 chapitres. Pourquoi ? Parce que j'avais envie quand même de rendre hommage aussi à Camille Claudel. Je voulais pas que ce soit un film qui soit uniquement centré sur Rose Beuret, même si le désir du film vient de la découverte de ce personnage-là, mais j'avais aussi envie d'évoquer Camille Claudel, parce qu'il m'a semblé que le destin de ces femmes était quand même assez parallèle. Enfin, qu'il y avait une correspondance entre ces deux destins-là. Puisque celui de Rose, c'est une femme qui s'est élevée socialement, mais qui est tombée dans l'oubli. Et Camille Claudel, c'est presque l'inverse. C'est quelqu'un qui a été ostracisé et qui a vécu aussi dans l'oubli un certain temps, mais qui a fini par accéder à la reconnaissance après sa mort, hein, des années plus tard. Donc il y a un moment pour moi, où elles se croisent dans l'histoire. Et j'ai voulu mettre en scène ce moment-là à la fin du film. Et d'ailleurs, dans cet épilogue, donc il y a Camille Claudel vient en fait remettre une lettre à Rodin. On suppose que c'est au moment où elle va se faire interner, ou peu de temps avant. C'est un moment où elle est dans un état psychologique assez délabré. Elle se présente à Meudon pour lui remettre cette lettre. Rose la réceptionne. Elle la prend pour une domestique. Il y a une confusion à ce moment-là. Elle ne sait même pas qui est cette vieille femme qui est en face d'elle. Et en fait, il se trouve que c'est Rose Beuret, mais elle l'a pas compris. Et Rose, donc, qui a cette lettre entre les mains, décide de ne pas la lire. Parce qu'on suppose qu'après toutes ces années, elle a fini par apprendre à lire, ce qui n'est pas le cas dans la première partie. Mais elle fait le choix de ne pas la lire. Mais par contre, moi, j'ai fait le choix de la faire entendre au spectateur. Donc, l'actrice qui interprète Camille Claudel, qui s'appelle Alice Barnol, qui est une actrice formidable, a lu cette lettre. Et ça fait, c'est dans les dernières minutes du film.
Et j'avais envie que dans cette lettre, que la voix de Camille, à ce moment-là, se fasse aussi la voix de Rose. Cette lettre, c'est celle de Camille Claudel, mais il y a plein de choses dans la lettre qui font directement référence à Rose et à toute cette première partie du film où on la suit dans cet atelier humide, toute seule. Voilà. Il y a un plan dans cette deuxième partie qui est... moi, j'ai l'impression, ça a été dans la manière de l'intégrer dans la séquence, j'ai été... c'est un plan terrifiant. C'est donc, on découvre Rose âgée, en gros plan, puis ensuite, il y a Camille Claudel qui arrive dans cet atelier, mais comme un fantôme, et puis elle se regarde, et à un moment, il y a un plan où on les voit toutes les deux dans le même plan, qui est assez terrifiant. Oui. Et là, je me suis dit, mais c'est qui Madame Rodin, finalement? Oui. Mais en plus, alors on a triché. Il y a un petit jeu de montage qui crée cet effet-là de surprise. Et au tournage, je me souviens qu'on avait cette galerie rien que pour nous pendant quelques heures. Et on s'est dit, quand on a pensé ce plan avec ma chef-op Juliette Barra, on s'est dit, oui, là, c'est vraiment le plan qui raconte presque la sororité en fait entre ces deux femmes, malgré le fait qu'elles soient en opposition, qu'elles soient rivales, et qu'à ce moment-là du film, on n'a vraiment pas l'impression qu'elles sont amies. Mais elles sont toutes les deux comme deux petites figures au milieu de ces grosses sculptures qui les encerclent, qui les surplombent. Moi, dans le scénario, j'avais écrit, je voulais que ça soit comme une forêt, donc toutes ces sculptures soient comme une forêt. Et là, je trouve que dans ce plan, effectivement, c'est assez incarné. Cette idée-là est assez bien incarnée. Elles sont toutes seules au milieu de ces sculptures. Et voilà, on a l'impression qu'elles ont le même destin, quoi. Et je me souviens plus, pardon, tu m'as posé une question bien précise, mais j'ai un peu divagué. Non, en fait, je me posais la question à ce moment-là, quand je les vois toutes les deux, je me suis dit, mais Madame Rodin, c'est qui, en fait? Parce que c'est pas précis, voilà, et c'est ça qui est passionnant, d'ailleurs. Et alors, ce qui est intéressant par rapport à ça, donc moi, j'ai choisi d'appeler ce film comme ça, mais en fait, Rose Beuret est devenue Rose Rodin à la toute fin de sa vie, mais encore plus tard que ce qui est montré dans le film. Elle s'est mariée, ils se sont mariés, je crois, 3 ans avant sa mort ou 2 ans avant sa mort à elle. Vraiment à la toute fin de leur vie respective. Bon, ils sont restés ensemble toute leur vie, mais voilà, elle est devenue Madame Rodin très très tard. Donc il y a une forme d'ironie un peu dans le titre quand même. Voilà. Alors, je rappelle, le film est projeté le 25 juin, donc demain, à 20h, au Saint-André-des-Arts. Donc ça, c'est la formation la plus récente. Et puis, 4 jours plus tard, à Nantes, dans le cinématographe, à partir de 11h. Et puis, il y aura une projection aussi le 7 décembre à Marseille. 2 questions. La première, l'actrice de la première partie. Comment Voilà, Clara Hogarth. Comment tu l'as trouvée? Est-ce que tu as écrit pour elle déjà? Alors, j'ai totalement écrit pour elle. En fait, c'est une jeune femme que je connais depuis un moment parce que nos destins se sont croisés plusieurs fois. Elle a fait des études à Nantes en même temps que moi, quasiment en même temps. Elle est un peu plus jeune que moi, Clara, mais on s'est croisés à Nantes en tout cas à ce moment-là. Ensuite à Paris, bref. On s'est plusieurs fois croisés. Et puis, c'est une actrice que moi, j'avais découvert comme tout le monde dans le film de Catel Kilévéry qui s'appelle Un poison violent. Elle était très jeune à l'époque, elle avait 15 ans, et que j'ai suivi un peu après ce film aussi. Et oui, j'ai totalement écrit pour elle. En fait, c'est quelqu'un qui a cette... comment dire bon, déjà, physiquement, moi, je la trouve magnifique, mais en même temps, elle a un physique assez robuste qui me paraissait bien convenir au personnage. Et puis surtout, elle a une forme de fragilité et de force intérieure très, je sais pas, très palpable, quoi, et qui me paraissait aussi très bien aller au personnage. Et je me suis pas trompée, elle a vraiment... Alors, il faut savoir quand même qu'on s'est parlé de ce film, on s'est revus pour parler du film 2 ans avant le tournage. Donc, pendant 2 ans, on s'est vus de temps en temps. Et on parlait simplement de Rose, en fait. On n'a pas préparé le film autrement qu'en discutant du personnage. Mais ces 2 années, quand même, de rendez-vous réguliers, ça nous a permis de
bien explorer ce personnage ensemble. Et je pense que ça, voilà, elle est arrivée sur le plateau et elle savait très bien qui elle allait interpréter. Elle a eu le temps de se raconter son histoire, de se construire son personnage. Et oui, puis bon, comme c'est une actrice formidable, de toute façon, ça s'est très bien passé. Mais elle a cette capacité à se mettre dans la peau du personnage quasiment immédiatement avant la prise, qui est très impressionnante. Et elle est très endurante aussi. Enfin, je pense que c'est une qualité qu'il fallait avoir pour tenir ce rôle. Parce que comme c'est un personnage qui ne parle pas, qui est toujours dans l'action, bon, qui est aussi beaucoup dans la contemplation, hein, il y a ce paradoxe-là. Mais bon, c'est un personnage très intérieur, donc je pense qu'il faut avoir beaucoup d'endurance pour le tenir aussi bien, aussi longtemps. Et puis, bon, moi, j'écris de manière assez... bon, je ne sais pas si c'est particulier, mais en tout cas, j'aime bien travailler le scénario dans le détail. J'ai l'impression que c'est par le détail qu'on accède parfois à des choses qui seraient difficiles à... Enfin bref, à des choses plus subtiles, quoi. Désolée, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais voilà. J'aime bien écrire dans le détail, en tout cas, et j'aime bien aussi que les choses arrivent progressivement. Donc le personnage, il est comme ça. Il est toutes les émotions qui la traversent, elles viennent très progressivement. Et c'était déjà le cas au scénario. Et elle a vraiment réussi à rendre ça très bien. Voilà. Bon, en tout cas, elle est impressionnante. Elle est vraiment. Tous les acteurs et actrices sont intéressants et c'est vrai qu'elle est vraiment intéressante. Dernière question. Le plan s'ouvre sur Rose s'avançant vers nous, si je ne me trompe pas, mais oui, flouté d'une manière un peu fantastique. Et le plan final se termine sur Camille Claudel qui s'avance vers nous, je crois. Alors, la fin du film, c'est une domestique qui sort du manoir pour chercher Rose, oui, qui semble avoir disparu. Mais oui, après, il y a un parallèle entre ce début de film et Camille Claudel qui s'avance dans son dernier plan vers la caméra. Et donc, il y a une espèce comme ça de mouvement circulaire qui peut être assez intéressant en tout cas. Il faut aller voir le film. Il faut aller voir le film. Voilà, c'est le 25 juin, c'est à partir de 20h, c'est au Saint-André-des-Arts. Et encore une fois, oui, il faut aller voir, c'est un film étonnant. Je rappelle aussi à Nantes le 29 juin au Cinématographe à 11h. Et puis à Marseille le 7 décembre. Et puis Lana était là pour un peu nous en parler. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Et puis à très vite. À très vite, ouais. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and